Depuis la création du Prix d'Amérique en 1920, les champions se sont succédés au palmarès. Et ce n'est pas l'édition 1930 qui risque de le ternir. La volonté des créateurs était de réunir à Vincennes l'élite internationale. Mais il faudra attendre encore car nos trotteurs sont trop forts. De plus, les étrangers n'apprécient pas la montée d'en face. Mais au fait, pourquoi cette appellation de Prix d'Amérique? Voyons là un hommage à nos alliés américains qui nous ont apporté leur soutien durant la Grande Guerre. Et revenons à ce Prix d'Amérique 1930 dans lequel Uranie va tenter de remporter une 4e victoire. Mais il faudra rendre 50 mètres à Templier, le vainqueur de l'année précédente, à Benjamin III et surtout Amazon B, fille de passeport, lauréat en 1923 et 1924. Uranie a maintenant 10 ans, mais elle possède tant d'exploits à son actif. N'a-t-elle pas déjà triomphé en rendant parfois 125 et 150 mètres? Impensable de nos jours. Dès la montée, le suspense, comme on ne le disait pas encore, est intense. En tête, détachée, Amazon. Derrière elle, Uranie qui entame la poursuite. Les autres sont loin derrière ces deux diablesses. Dans le dernier tournant, Uranie et son driver Valentino Capovilla n'ont pas abdiqué. Mais Amazon B ne faiblit pas et maintient l'écart. Anticipons l'arrivée car si Uranie s'attribue le record de l'épreuve avec un chrono de 1 minute 25 secondes et devance Benjamin III et Templier, il lui manquera 1 seconde pour battre sa rivale Amazon B. Née dans le Calvados en 1920, Uranie fut l'une des plus illustres juments qu'ait produit notre élevage. Son palmarès, que nous lisons avec admiration et respect, est une belle page de l'histoire du trot français. Les nôtres ne sont plus invincibles. Les Américains Hazelton, Walter Deer et Muskleton nous l'ont prouvé. Et revoici Muskleton. Qui pourrait le battre? Mené en confiance par Alexander Finn, Muskleton a refait tranquillement son handicap et n'a plus que Javary à battre. En super forme et s'accommodant parfaitement d'une piste transformée en bourbier, Javary contient aisément l'attaque de Muskleton. Son driver Marcel Perlbarg rentre aux balances sous un tonnerre d'applaudissements. En 1952, sous les yeux de ces élégantes, Cancanière va jouer les Jeanne d'Arc et mettre un terme aux victoires étrangères des Mistero Mighty Ned à 2 reprises et Scott Stissel. En lisant ce dépliant, vous savez tout sur le résultat de la course, mais les images vont être si belles. Alors revivons la compétition et le triomphe des trotteurs français. Dès le départ, l'Allemand Walter Hartmann affiche ses prétentions avec Permit. Tête et corde, mais derrière lui, on ne chôme pas, comme le disent les turfistes. En position d'attente, on notera quelques gros calibres, tels Banco 3 et Chambon. La future lauréate Cancanière conserve ses munitions ou sa pointe de vitesse finale, si vous préférez. Son entraîneur-driver, Ionel Kyriakos, n'est pas le premier venu. Son banquier de père, ne l'ayant pas convaincu de prendre sa succession, le jeune homme jouera la carte cheval en Autriche, en Allemagne, aux États-Unis et se fixera finalement en France avec la réussite que l'on connaît pour entraîner les chevaux et leurs propriétaires. Charles Mills, qui mène Chambon, va bientôt prendre l'initiative de venir chatouiller Permit, qui résiste. Mais course en avant, attaque de Chambon. Permit va finalement craquer et l'on pense que l'arrivée va se jouer entre Chambon et Cyrano II, lorsque Ionel Kyriakos, le grec, lance Cancanière venu à l'extérieur. Quel finish pour prendre la mesure de Cyrano et de Chambon et les battre. On a presque égalé le record de l'épreuve. Il manquait un prix d'Amérique au palmarès de Kyriakos. Voilà qui est fait. Non seulement la Française Cancanière a remporté la course, mais Cyrano II et Chambon ont pris les accessites. Explosion de joie dans les tribunes quand la jument de Madame Bansillon, qui venait de louer sa carrière de course, revient aux balances.
Cancanière, fille de Cancan II, sera donc la troisième jument après Uranie et Amazon B à remporter le prix d'Amérique. Et sa propriétaire, Madame Bansillon, première dame lauréate. Avec les deux phénomènes que furent Gélinotte et son entraîneur-driver Charlie Mills, nous abordons maintenant l'une des périodes les plus étonnantes et grandioses de l'histoire du trot français et bien entendu du prix d'Amérique qu'elle remportera 2 années consécutives en 1956 et 1957. Turfiste ou non, tout le monde connaissait le nom de la star que l'on voit ici triompher aisément. C'était en 1956. Trotte, trotte, Gélinotte. On lui écrivit une chanson. Après une série de victoires sur tous les champs de bataille, nous retrouvons Gélinotte plus grande, plus belle, plus forte que jamais pour le 46e succès de sa carrière. Elle ne sera pas seulement l'idole des Français. En Italie, elle a soulevé les passions quand elle a remporté à Naples le Grand Prix de la loterie. Dans ce prix d'Amérique 1957, le sorcier de Chaman, c'est le surnom de Charlie Mills, s'amuse. Il a installé la jument en tête, ayant très vite refait son handicap de 25 mètres. Puis il fait joujou avec ses adversaires, qu'il perd en route quand il accélère dans la ligne d'arrivée. Derrière lui, Attic et Élie Volo devront se contenter des accessites. Le public exulte. Voir trotter Gélinotte et la voir gagner, évidemment, est un régal. Chacune de ces courses est un festival. Dans ce grandiose prix d'Amérique QV 1957, elle avait suscité un tel engouement qu'elle était partie à la cote de 3 pour 10. Sans forcer son immense talent, elle battra le record de l'épreuve en 1,28. Quand elle quittera la scène pour rejoindre le haras de Monsieur et Madame Carl à Croissantville dans le Calvados, elle aura remporté 54 victoires. L'étonnant préparateur de champion que fut Charlie Mills est ici à Chaman avec Gélinotte à l'entraînement, des images assez rares. Après Gélinotte, on croyait avoir atteint les sommets. Arrive alors Jamin qui va marquer le trot de son empreinte. À 4 ans, il a dominé sa génération ayant bientôt le prix d'Amérique comme objectif. Il y a cependant de rudes clients dans la course. Les Jariolins, Infante 2, Tornez, Icar 4. Admirons-le quand il les terrasse tous avec son partenaire Jean Riot. Comme le disent les turfistes, il n'y aura pas photo à l'arrivée. Élégance, puissance et classe, bientôt internationale. De 1,28, le record établi l'an dernier par Gélinotte tombe à 1,20. Jamin sera le premier trotteur sacré champion du monde aux Amériques à Roosevelt Raceway devant 40 000 spectateurs ébahis. Un pari impensable alors. Depuis les doublés de Gélinotte et de Jamin, d'autres champions se sont illustrés dans le prix d'Amérique. Le franco-hollandais Eros II, Massina, New Star et Ozo. Cette dernière, nouvelle coqueluche du public, va tenter un pari bien difficile dans cette édition 1964, où elle sera seule à rendre 25 mètres. Ils sont 19 au départ et les pronostiqueurs restent perplexes. À quelques minutes du signal, deux noms se partageaient les honneurs de la cote. Celui de Ozo, la Vox Populi, et celui de Patara, un trotteur brillant, rapide, mais parfois fantasque. Comme prévu, Bernard Simonard a fait prendre un départ ultra rapide à Patara, évitant ainsi les remous dans le peloton. Quand celui-ci est passé aux tribunes, un premier pointage a donné Patara en tête devant Morlandais, Hélène Rodney, Ponant et Broganover. Ozo a reçu les ovations habituelles de ses supporters, mais elle est encore bien loin. On l'a aperçu trottant parmi les derniers avec Pastourel 8, Pluvier 3 et Porterhouse, qui avaient manqué leur départ. Patara, superbe dans son action, va continuer à mener la danse, mais le poteau d'arrivée est encore bien loin, et le suspense ne va pas manquer. La difficile montée de Vincennes va en éliminer plus d'un, d'autant plus que notre leader n'amuse pas la galerie, autre expression utilisée par les turfistes quand une course est menée rondement. Est-il beau avoir trotté ce Patara? Mais derrière lui, Hélène Rodney et Broganover maintiennent le contact, tandis que Holten L et Nike Hanover commencent à se rapprocher. Nike Hanover a comme partenaire l'un des meilleurs drivers internationaux, Hans Frömming, qui n'a cependant pas encore remporté de prix d'Amérique.
Déjà, le drame couve. Patara ne pourra soutenir le rythme qu'il imposait à ses adversaires. Épuisé, il va pencher vers la lisse, heurter un piquet et projeter son driver à terre. Gerhard Kruger va penser alors que ce prix d'Amérique peut être le sien avec la belle Helen Rodney. Mais, second coup de théâtre, elle cède avant d'aborder la dernière ligne droite et Froemming porte l'estocade avec Mike Hanover qui se détache irrésistiblement. Venu de loin, Nisos H prendra l'accessite d'honneur devant Morland. Décidément, ce prix d'Amérique 1964, qui donnait lieu à un sweepstake, aura été celui des surprises. La fière Ozo a joué les figurantes, Patara a éjecté sans malheureusement son driver, et l'on découvre que le gagnant est parti à 80 contre 1. 1965 est une année novatrice dans la longue et belle histoire du prix d'Amérique. Les dirigeants de Vincennes, se rangeant à l'avis de leurs partenaires européens, des Italiens notamment, ont pris 2 mesures capitales. Suppression des rendements de distance et départ avec l'autostart, cette voiture pourvue d'ailes qui se replie que nous venons de voir. Il faut aller avec son temps. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on imposait des tâches insurmontables aux meilleurs. Vous avez dit classique? Désormais, nous pouvons répondre prix d'Amérique. Le plateau de cette édition 1965 est superbe, avec en particulier le vainqueur de l'an dernier, Mike Hanover, un visiteur russe Apex Hanover, l'américaine Helen Rodney qui enleva le prix de France en 64, Elma, autre américaine, Oscar Herrel, le petit lapin de Monsieur Henry Lévesque évidemment l'un des plus grands hommes du trot français, et bien sûr Ozo, la grande star qui n'aura plus cette fois à rendre 25 mètres. Roger Massu, son propriétaire, l'a confié à Hans Froemming qui escompte un doublé dans notre grande course. Le public partage cet avis. Ozo partira à la cote de 7 pour 10, donc grandissime favorite. Presque tous les chevaux vont jouer un rôle dans la course, mais à l'arrivée, disparaissez étoile, le soleil se lève. La réponse à cette énigme est assez facile. Successivement, dans le parcours, les faire-valoir seront Pastourelle 8, Parc Guerrière D, Bièvre et Apex Hanover, jusqu'aux tribunes où Apex Hanover, Mike Hanover et Oscar Herrel font monter la pression. Une clameur dans la foule nous a indiqué que Froemming a déjà demandé à Ozo de se rapprocher. Panache dressé, elle nous révèle que nous allons voir la jument des grands jours. En plaine, on change de leader. Mike Hanover, mené cette fois par Hugo Bottoni, précède maintenant Apex Hanover, qui le relèvera peu après. La course va encore une fois changer de physionomie. C'est maintenant Petit Lapin, traduisons comme vous le savez par Oscar Herrel, qui tente sa chance et Monsieur Henry commence à y croire. Mais ce n'est pas l'avis de Froemming ni de Gerhard Kruger qui lancent leur bolide Ozo et Helen Rodney à l'attaque d'Oscar Herrel. Avec Petit à moi F, Maurice Rio, son driver, peut aussi escompter disputer l'arrivée et s'emparer d'un petit accessite comme ce russe Apex Hanover, décidément très tenace. Déjà, le public s'enflamme, car il devient certain qu'Ozo va disputer l'arrivée et sans doute remporter son 2e prix d'Amérique. Elle le fera en effet avec son panache habituel, tandis que ses fans font éclater l'applaudimètre. Regardons ces images et anticipons, car 2 mois plus tard, Ozo fera pleurer toute la France et tel un phénix renaîtra de sa gloire. Voici en résumé cette belle histoire. Ozo est à Cagnes avec son soigneur Bernard Le Bélanger qui ne la quitte jamais, de jour comme de nuit. Ozo, victime d'une occlusion intestinale, va mourir. Contre toute attente, après 12 heures d'angoisse, elle est sauvée et courra le Grand Critérium. Un pari fou, mais gagnant. En l'acclamant une nouvelle fois, la foule, immense, pleure d'émotion. Hans Froemming, qui avait remporté avec elle le prix d'Amérique, avait refusé de la driver. Les compagnies d'assurance s'étaient aussi désistées. Ce fut donc Roger Massu qui s'en chargea. En revenant aux balances, cerné par le public, Roger pleurait. Rançon d'un trop grand bonheur. Cette histoire, nous voulions vous la raconter sur les images de l'arrivée du Prix d'Amérique 1965 avec cette magnifique victoire de la superbe Ozo. L'autostart que vous connaissez maintenant a libéré les 18 trotteurs de ce prix d'Amérique qui se présente comme une formalité pour l'écurie Lévesque, représentée par Sans Atout 2 qui accompagne Oscar Herrel 3e en 1965. Et surtout Roch Épine qui a remporté cette course l'an dernier avec Jean-René Goujon à son sulky.
Pouvoir dire j'ai gagné le prix d'Amérique en menant X ou Y est un immense plaisir pour le driver. Alors Monsieur Henry donne Oscar Herrel à son ami Jean-René Goujon et il prend lui-même les rênes de Rock Épine, qui sera l'une des plus illustres juments qu'ait produit l'élevage français. À 6 ans, sa carrière est loin d'être terminée, mais déjà son rayonnement couvre le monde des trotteurs. On l'a vu triompher en Suède, où avec un record de 1:15.3, elle a enlevé l'Elite Lopp, au Danemark, en Italie dans le Grand Prix des Nations et aux États-Unis. C'est indiscutablement une vedette internationale. Allez donc vous étonner si les 3 Lévesque portent la cote incroyable de 1/10. Un mauvais départ risque de compromettre les chances d'un imbattable. Mais cela n'a pas été le cas pour notre Rock Épine, qui fut l'une des plus rapides quand l'Autostart eut replié ses ailes. Elle était alors accompagnée par Ruy Blas IV, Pickwick et Fiesset. Mais comme le petit lapin Oscar Herrel n'est pas loin, Monsieur Henry et Jeannot Goujon, surnommé le Pape, vont bien s'amuser pendant 3 minutes 27 secondes et 2 dixièmes. Viendra ensuite la 3e mi-temps qui se prolongera des semaines et des semaines avec les nombreux amis que compte Monsieur Lévesque. Ruy Blas IV va tenter d'accompagner Rock Épine, mais dès le début de la montée, il va rentrer dans le rang. Oscar Herrel vient alors aux côtés de Rock Épine, et Maître Goujon, qui aime bien parler à ses collègues pendant la course, ne perd pas l'occasion d'échanger quelques phrases avec son ami, Monsieur Henry. Il n'en surveille pas moins un adversaire éventuel et consulte son chronomètre. Apparemment, tout se passe bien. On tolère le voisinage de Ruy Blas IV, Pimpante, Pickwick, Fiesset ou Picardie. Jeannot aurait bien perfectionné son anglais avec son collègue Billy Houghton, venu des États-Unis driver shortstop, récente acquisition de M. Antoine Peretti, mais les 2600 mètres de Vincennes ne sont pas, semble-t-il, la tasse de thé ou le verre de scotch de son trotteur. On y va maintenant. C'est sans doute ce qu'ont décidé les 2 meneurs. Des meneurs, c'est-à-dire Rock Épine à la corde et Oscar Herrel à ses côtés. Les malheureux suiveurs ne pourront plus qu'espérer les accessites. Aux courses, un matelassier est un monsieur qui ne joue que certains favoris, gagnants ou placés, et mise une forte somme. Dans notre cas de figure, qu'il ait joué Rock Épine placé ou l'écurie Lévesque gagnante, il n'a pas de souci à se faire. C'était déjà gagné, disait un turfiste optimiste et lucide dès le petit bois. La suite de cette belle aventure va nous le prouver, tandis que Rock Épine surclassera tous ses adversaires dans la ligne d'arrivée. Mais pour réussir le doublé, pour la casaque jaune à la croix de Lorraine noire, le petit Oscar Herrel devra se surpasser une fois de plus. Jean-René Goujon fera le nécessaire. Derrière ces 2 titans, signalons quand même la 3e place du visiteur City Light, puis le poteau franchi, la poignée de main entre Henri Lévesque et Jean-René Goujon. Le mot « historique » n'avait pas encore été utilisé pour relater les grands événements. 2e prix d'Amérique pour Rock Épine et l'an prochain, un 3e. Âgée maintenant de 8 ans, Une de Mai va-t-elle remporter enfin le prix d'Amérique, seule épreuve qui manque dans son prodigieux palmarès international. En France, bien sûr, mais à travers l'Europe et aux États-Unis, elle a dicté sa loi dans toutes les langues, pourrait-on dire. Parmi ses opposants, un lot maigrelet, un seul peut l'abattre, Tidalium Pello. C'est ce que pense son driver Jean-Marie, mais sans trop le dire. D'ailleurs, l'année précédente, avec un chrono de 1:17.5, ce géant quitoise 1,73 m battait le record de l'épreuve. Vanina B et Une de Mai. Athlète complet, il passe avec bonheur d'une spécialité à l'autre. Sur sa carte de visite, on peut lire qu'il s'est adjugé 2 fois les prix du Cornulier, des Centaures et le prix des Élites. À l'étranger à l'athlé, on l'a vu triompher en Italie, en Allemagne et en Suède dans le très convoité Elite Lopp à Solvalla. Les performances réalisées par Une de Mai et Tidalium Pello sont la raison de l'abandon de beaucoup de trotteurs. Nos 2 favoris vont opter pour la course d'attente, le mâle se contentant de dormir d'un œil derrière la femelle. C'est ainsi que l'on passera aux tribunes Keystone Spartan, le seul visiteur emmenant dans son sillage Amio, Tony M, Vismi,
qui bout d'impatience et une de mai, qui va prendre sa roue. Un mot qui convient mal d'ailleurs, on verra pourquoi dans la montée. Côté corde, Tidalium Pello attend qu'on lui demande un effort, mais le moment n'est pas venu. La physionomie de la course changera dans la descente, Vismi venant à l'extérieur pour se trouver à la hauteur de Keystone Spartan. Elle prendra le commandement seule dans le haut de la montée où un drame va se produire. Nous le revivrons dans quelques instants. Une de mai est en position idéale. Elle va suivre la très allante Vismi qui se débarrassera facilement de Keystone Spartan à bout de souffle quand on arrivera dans le dernier tournant. On peut légitimement penser que la diva prendra l'avantage sur Vismi. Restera ensuite dans la phase finale à endiguer l'attaque de Tidalium Pello, toujours en position d'attente. Les commentaires vont bon train dans les tribunes. Une de mai va gagner, disent les uns. Tidalium Pello va la rejoindre et la battre, rétorquent les autres. Fragilité des prévisions, comme la suite de l'histoire va nous le prouver. Ce scénario se déroule d'abord comme prévu. Keystone Spartan s'écroule et Vismi se retrouve donc en tête devant une de mai qui vient à ses côtés. Derrière elle, Tidalium Pello sort de sa torpeur, si l'on peut dire, et se rapproche plein de ressources. C'est alors que l'inattendu se produit. Vismi commet une faute et la roue gauche du sulky de une de mai est bloquée par celle de celui de Vismi. C'est l'accrochage qui met hors course une de mai. Jean-Marie n'avait évidemment pas envisagé ce final, et moins encore Jean-René Goujon. Lancé à plein régime, Tidalium Pello n'a plus qu'à foncer au poteau et il ne s'en prive pas, laissant les autres à distance respectueuse. Un nouveau record est établi dans ce prix d'Amérique. 1,17, 1 dixième. Et nous ne saurons jamais si une de mai aurait pu enfin remporter cette course qui fut pour elle ce que l'on appelle le signe indien. Bellino II est entré depuis longtemps dans le cercle de nos plus grands champions. À l'instar de Cœur Vaillant, pour lui, rien d'impossible. Tout de même, remporter son 3e prix d'Amérique à son âge. Seul Templier en 1929 et Ovidius Naso en 1946, à Enghien, ont pu réussir l'exploit. Triompher dans notre grand classique à 10 ans. Tâche d'autant plus difficile que l'opposition est sérieuse avec notamment Fakir du Vivier, le trotteur d'Alain Delon, qui a connu quelques très beaux succès internationaux. La bonne Dimitria, Equileo, autre Delon, qui fut champion du monde en Amérique, et bien sûr, Éléazar, avec lequel son entraîneur-driver, Paul Verhoeven, peut espérer sa première victoire dans le Prix d'Amérique. Disons-le tout de suite, la classe et le courage du vieux, associés à son habituel partenaire Maître Goujon, vont faire de cette course un chef-d'œuvre, avec un suspense qui se poursuivra jusqu'au passage du poteau. Et maintenant, suivons la flèche qui nous a déjà révélé que Bellino II, parti lentement, a encore compliqué sa tâche. Jeannot Goujon n'a pas le choix. Il est obligé de contourner le peloton sans pour autant virer trop au large. Continuons à suivre la flèche qui nous indique très exactement la progression de ce diable qui n'a jamais fini de nous étonner. La preuve, par bonds successifs, toujours à l'extérieur, il est venu en haut de la montée dans le sillage de Feu Violet, Fakir du Vivier et Doga, tandis qu'en bonne place, Éléazar prépare une victoire possible. Il lui reste des réserves à ce Bellino. D'abord pour venir prendre la tête à Fakir du Vivier et foncer vers le poteau. Puis, c'est un dernier coup de rein quand Éléazar vient l'attaquer. Quel spectacle! Le public est aux anges. Il hurle sa joie quand son Bellino contient l'attaque du valeureux Éléazar. Autant être battu par toi, dira plus tard Paul Verhoeven à son grand ami Jean-René Goujon. Et il ajoutera « J'aurais quand même bien aimé te faire la barbe ». Continuons la belle histoire des prix d'Amérique. 3 années plus tard, Bellino II a pris une retraite bien méritée, mais Éléazar est toujours là. Il n'a évidemment pas rajeuni. Cette fois, c'est lui qui a 10 ans. Il va jouer une partie très difficile, car il lui faudra battre le vainqueur de l'épreuve en 1978, Grand Pré. High échelon, celui de la précédente édition, et surtout idéal du gazo, grandissime favori, à la cote de 3 pour 10. Éléazar,
Drivé par Léopold Verhoeven qui l'entraîne, est l'un des fleurons de l'écurie estimée d'Alec Weisweller. Il a remporté bon nombre de classiques et va tenter une dernière fois sa chance dans l'international. Après 100 mètres de course, Idéal du Gazeau et son fidèle partenaire le populaire Gégène Lefebvre ont déjà affiché leurs ambitions. Le petit bonhomme, ainsi l'appelle Gégène, répond au premier appel de son driver pour rejoindre Adolphe Duvivier, Grande Française et Fleuronnet. Les journalistes établissent le pointage devant les tribunes. Adolphe Duvivier, Fleuronnet, Grande Française, Idéal du Gazeau, Taroc et Jacques Valle, Iris de Gournay et Éléazar. Le peloton reste bien groupé et la descente ne va pas modifier sensiblement ce classement. On trotte gaillardement. En plaine, l'ordre reste le même. Au début de la montée, pas de changement en tête. Les pauvres commentateurs hippiques n'ont pas grand-chose à dire de neuf aux chers auditeurs. Alors, ils remarquent que le favori Idéal du Gazeau, qui trotte avec Adolphe Duvivier, est superbe dans son action et que Fleuronnet les accompagne courageusement. Et puis on cherche Grandpré et Éléazar, et on les trouve bien sûr en bonne position d'attentistes. À moins d'adopter une tactique suicidaire en voulant forcer l'allure, que pourrait-il faire d'autre? Richard William Dénéchère choisit pour driver Grandpré, et Léopold Verhoeven au sulky d'Éléazar ont trop de sagesse et d'expérience pour agir autrement. Quand les choses vont devenir sérieuses, il va bien se passer quelque chose. Et la réalité va dépasser la fiction. J'ai dit la fiction et non pas l'affliction. Encore que. Nous sommes à environ 1000 mètres de l'arrivée et l'un des trois leaders, Fleuronnet, donne des signes de fatigue. Reste Adolphe Duvivier, que l'on va voir seul en tête, et Idéal du Gazeau, évidemment. Vous avez dit évidemment? Pas sûr, mes clients. Moi qui connais le film, je vous l'avais bien dit, il va se passer quelque chose. Fleuronnet ayant disparu, il est aussitôt remplacé par l'un de nos attentistes, Grandpré, que l'on retrouve en tête avec Adolphe Duvivier côté corde, et Idéal du Gazeau au centre. Avec Éléazar, Verhoeven fait preuve d'une extrême patience. Puis, au début de la ligne d'arrivée, 2 coups de tonnerre successifs dans le ciel de Vincennes. Tour à tour, Idéal du Gazeau, la vedette et Adolphe Duvivier cèdent, avalés par leurs poursuivants, ce dont profite Grandpré pour prendre seul l'avantage et filer au poteau. Le moment est venu de lâcher Éléazar. Un bolide qui rejoint Grandpré, le passe et rallie le poteau. Éléazar termine sa brillante carrière de course en enlevant le Prix de France une semaine plus tard. Une flèche, un poursuivant et une revenue de loin. Tel pourrait être le résumé succinct de ce prix d'Amérique 1981. La flèche s'appelle Idéal du Gazeau, qui transperce le peloton pour s'installer en tête après 50 mètres de course. Le poursuivant, qui n'est pas le premier venu, a pour nom Jorki. Il pourrait peut-être apporter à Léopold Verhoeven un second prix d'Amérique consécutif. La troisième, l'américaine Classic Callaway, a manqué son départ. Ne cherchez pas Idéal du Gazeau, il a presque perdu ses adversaires en route. Pas tous, car Jorki se lancera à sa poursuite dans le dernier tournant. Peut-être avez-vous remarqué que l'hippodrome de Vincennes faisait peau neuve. Voilà qui est ennuyeux pour notre visibilité. Ce qui ne nous empêche pas de penser qu'il sera bien difficile à Jorki de rejoindre Idéal du Gazeau, qui est très détaché quand on aborde la ligne d'arrivée. En effet, Jorki, malgré tous ses efforts, ne pourra rattraper le tandem Idéal du Gazeau, Gégène Lefebvre, l'américaine venant de loin prendre la 3e place. La popularité d'Idéal du Gazeau a encore monté d'un cran. Comme nous le disions au chapitre précédent, le nombre de supporters d'Idéal du Gazeau ne cesse d'augmenter. Notre crack a accumulé les succès depuis sa victoire de l'an dernier.
Un doublé dans le Prix d'Amérique paraît donc évident malgré une bonne opposition. Cette fois, on a modifié la tactique. Il se contentera de rester à l'avant-garde, laissant Kizun mener la danse. Il se maintiendra en bonne place avec Kaisertraut, Giosco, Ino Ludois et Lançon. Avec Imour, en queue de peloton, Jean-Pierre Dubois tente un pari audacieux. Il a racheté cet ancien bon trotteur, arrêté pendant 2 ans pour raison de santé, et l'a remis en compétition où il n'a cessé de progresser. Mais Imour, maintenant âgé de 9 ans, a-t-il une chance en pareille compagnie? Sa cote de 12 contre 1 seulement laisse à penser que oui. Kaisertraut, qui remportera 3 fois le prix de Cornulier avec Philippe Beckert, paraît devoir être le plus dangereux adversaire d'Idéal du Gazeau, qui lui s'est décidé à prendre le commandement. Mais le Kaiser s'enlève dans le haut de la montée, laissant Petit Bonhomme filer seul vers la victoire. Contrairement à toute attente, le favori faiblit. Giosco vient l'attaquer et le passe en vainqueur probable. On voit alors surgir Imour qui termine le plus fort et apporte un 2e prix d'Amérique à Jean-Pierre Dubois après celui de high échelon en 1979, quand il battait déjà Idéal du Gazeau. Nouveau record du prix d'Amérique, une 16-9, époustouflant. Michel Marcel Goujon, Minou pour ses collègues, ses nombreux amis et pour les turfistes, a été sans conteste l'un de nos meilleurs professionnels. Il a exercé son art dans les 2 disciplines. Au monté d'abord, où il fut l'homme de Fandango, puis au sulky, quittant la compétition avec un remarquable palmarès. On y trouve par exemple un prix d'Amérique en 1970 quand il battait Tony M et Tidalium Pello, 2 des meilleurs trotteurs de l'époque. Dans la séquence que nous regardons maintenant, c'est avec l'Urabo qu'il va nous donner une leçon de drive, que nous pourrions intituler « Comment gagner tête et corde ». L'Arabello s'était bien montré le plus rapide derrière les élastiques, mais se trompant dans ses allures, il doit laisser le commandement à l'Urabo, nouvelle vedette de Maurice Macheret, qui fut une dizaine d'années plus tôt l'heureux propriétaire du grand de l'illustre Bellino II, vainqueur de 3 prix d'Amérique avec le frère de Minou, Jean-René Goujon. L'Urabo, comme Minou, du donjon celui-là, est entraîné par Jean-Loup Peupion, qui fut le lad fidèle d'Une de Mai. C'est presque une histoire de famille. Retrouvons notre trotteur au bas de la descente, où il est de tradition de faire un pointage et de consulter les chronomètres, qui ne font que confirmer l'impression visuelle. On